Entretien numéro 9, qui a pour titre La science face à Dieu, face à la question de Dieu, élément d'approche philosophique. Ce nouvel entretien numéro 9 s'intègre dans la session intitulée Dialogue sur la jeunesse de l'esprit, qui est un parcours philosophique. Parmi d'autres parutions diffusées dans le grand public, 3 ouvrages interpellent sur la question de la relation entre la science et la question de Dieu. Voici ces ouvrages. Dieu et la science, vers le méta-réalisme, de Jean Guiton, en conversation avec les frères Grishka et Igor Bogdanov. Livre paru en 1991. Le deuxième ouvrage, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, de Yves Dupont, paru en 2025. Et le troisième ouvrage, Dieu, la science, les preuves, de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, ouvrage paru en 2021. Ces 3 ouvrages posent leur regard scientifique, doublé d'un questionnement philosophique menant le regard vers son but, puisque la science réclame une sagesse pour être une science humaine. La sagesse n'est-elle pas la science des sciences ? C'est pour ça que je me suis permis de réfléchir à cette question de la science face à la question de Dieu en me référant à 3 scientifiques, même plus d'ailleurs, parce qu'ils sont plus nombreux dans chacun des ouvrages. Donc ils sont Jean Guiton, les frères Bogdanov, Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi et Yves Dupont, qui est professeur dans le supérieur. Dans cette approche, il semble nécessaire de poser un point de départ, la question de la matière, puis celle de la forme, et le point d'arrivée, la question de Dieu. Quel lien existe entre eux pour le philosophe, ouvert à la science, mais sans être un scientifique? Et moi-même, je ne suis pas un scientifique, du tout. À la lecture du premier ouvrage, il importe de situer la relation du devenir à l'être, inscrivant le fondement du devenir, qu'est la matière dans cette étude. La matière au sens scientifique diffère-t-elle du sens philosophique ? Que disent leurs auteurs sur ce fondement en remontant à la source de l'infiniment petit dans l'ordre du devenir ? Jean Guiton, 1901-1999, donc il est mort dans sa 98e année. Philosophe chrétien, écrit en conversant avec les frères Bogdanov. Ouvrez les guillemets. Mes interlocuteurs savants en sciences m'ont d'abord rappelé qu'avant 1900, l'idée qu'on se faisait de la matière était simple. Si je brisais un caillou, j'obtenais une poussière. Dans cette poussière, des molécules composées d'atomes, sorte de billes de matière supposée indivisible. Dans cet univers-là, mélange de certitudes et d'idées absolues, la science ne pouvait s'adresser qu'à la matière. Or, nous voici au début des années 1900. La théorie quantique nous dit que, pour comprendre le réel, il faut renoncer à la notion traditionnelle de la matière.
matière tangible, concrète, solide, que l'espace et le temps sont des illusions, qu'une particule peut être détectée en deux endroits en même temps, que la réalité n'est pas connaissable. Nous sommes liés au réel de ces entités quantiques qui transcendent les catégories du temps et de l'espace ordinaire. Nous existons au travers de quelque chose dont nous avons bien du mal à saisir la nature et les étonnantes propriétés, mais qui se rapprochent plus de l'esprit que de la matière traditionnelle. Dans ce texte, dans cet extrait, ne ressentons-nous pas l'héritage cartésien, en rupture avec l'héritage grec et celui du Moyen Âge? Que dit Aristote dans la physique sur le fondement de la matière, qu'il désigne materia prima? Voici une phrase très suggestive à propos de la profondeur de sa pensée dans son étude sur le principe de causalité. J'appelle matière le sujet premier de chaque chose, à partir duquel elle vient à l'être et qui se trouve en elle, et ce, non par accident. La matière, fondement de la vie, fondement du devenir. Dans la métaphysique, Aristote précise que la cause matérielle est, ouvrez les guillemets, la matière propre de la chose. La materia prima doit être ainsi comprise comme la matière en tant que première, au-delà de toute transformation, cause première du devenir. La matière étant indéterminée, la détermination est donnée à la matière par la forme. La forme artificielle, par l'intervention de l'artiste ou de l'artisan, de l'homme transformant l'univers. Mais avant tout, elle est donnée à la matière en premier lieu par la forme naturelle provenant de l'immanence du mouvement naturel. C'est cela qu'il faut comprendre et retenir comme quelque chose d'essentiel. L'artisan travaille le bois en vue de fabriquer un objet, mais le bois provient d'un arbre qui lui-même provient d'une cause matérielle. Il s'agit d'une succession d'effets provenant d'une succession de causes impliquant un devenir. Et d'une cause première dans le devenir, cause efficiente et non pas cause formelle. Dans la métaphysique, comme Aristote le dit précédemment, ouvrez les guillemets, les substances sensibles ont toutes de la matière, et le substrat est une substance. En un sens, c'est la matière. Fermez les guillemets. Mais attention, le substrat n'est pas le sujet, erreur commise ensuite par certains philosophes. Le substrat est une substance, dit Aristote. Et la substance n'est pas le sujet, mais ce qui se tient par soi dans le sujet. Qu'Aristote définit dans les catégories ce qui se tient par soi et ce qui se tient par un autre. Ce qui est substantiel et ce qui est dit accidentel. L'accident, qualité, quantité, relation, etc. Puis, Aristote précise « J'appelle matière ce qui n'étant pas un être déterminé en acte et en puissance seulement un être déterminé en puissance. » La distinction de l'acte et la puissance en philosophie.
à propos de la recherche de la finalité. La matière est désignée en tant que substrat sur lequel la forme intervient. La matière en puissance seulement. La matière n'est que puissance. Et c'est la forme qui donne l'être. Donc la matière en puissance seulement d'exister en vue de devenir un être déterminé. Nous pouvons ainsi affirmer que dans l'ordre de la génération, quand un être est engendré ou généré, il devient composé de matière et de forme dans lequel la matière n'est pas du non-être, mais un être en puissance de détermination fondamentale. Aristote aborde aussi cette question dans son traité de la génération et de la corruption. Elle est d'importance pour ne pas tomber dans la dialectique matérialiste et découvrir que la matière indéterminée est en puissance de détermination et non pas du non-être, comme le dit Hegel. D'où la trilogie, thèse, antithèse, être, non-être. La materia prima est source du devenir. Sans elle, rien ne peut exister dans l'ordre de l'univers physique. Ainsi, dans la succession des causes matérielles, la materia prima désigne la potentialité la plus radicale existant dans la matière, comme dans l'ordre du devenir, donc du mouvement naturel. Cette analyse de la cause matérielle, se référant à la physique et à la métaphysique d'Aristote, éclaire certaines dérives de la pensée moderne, en particulier la dialectique hegelienne, puis la dialectique matérialiste, le marxisme, et bien évidemment le positivisme, où la science explique tout. La science devient finalité. La découverte de la cause matérielle permet de comprendre le mouvement naturel dans l'analyse de ce qui est mu, l'analyse de ce qui est mu, le devenir. Non, c'est ce qui se meut, le devenir, ce qui est mu, le vivant, impliquant matière et forme. Cependant, il est intéressant de relever entre Aristote et Marx une convergence qui n'existe pas entre Aristote et Hegel. C'est l'existence d'une philosophie de la matière, bien que leur finalité soit diamétralement opposée. La matière est principe d'être pour un marxiste, l'être demeurant relatif au devenir, tandis que la matière est principe du devenir pour un philosophe réaliste, le devenir étant relatif à l'être. Les philosophes présocratiques du VIe au IVe siècle avant Jésus-Christ, qu'on surnomme physiciens de physis nature, étudient la physis, la nature, en vue de découvrir les principes de l'univers, donc de la vie en général. Ils en cherchent l'origine, le principe. C'est l'eau pour Thalès, l'air pour Anaximène, le feu pour Héraclite, l'infini pour Anaximandre, le nombre pour Pythagore, l'atome pour Démocrite, l'esprit ou le nous, qui est l'intelligence séparée, le nous, pour Anaxagore, l'être pour Parménide, et la conjugaison de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, pour Empédocle.
À titre préliminaire, en préambule à la question de la science face au mystère de Dieu, au mystère divin, il importe de saisir cette relation du devenir à l'être. D'où l'importance de la métaphysique, science de l'être, et celle du devenir. De cette distinction apparaissent deux ordres propres à la vie de l'intelligence, d'où deux niveaux d'analyse en philosophie. Quand le philosophe affirme que l'expérience du travail est la première expérience humaine dans l'ordre génétique, qu'est-ce que cela signifie? L'ordre génétique est un ordre de découverte, l'ordre du comment, impliquant la matière, l'espace et le temps, qui marque l'ordre du devenir, nécessairement et intrinsèquement lié à la matière. Comme tout ce qui appartient au monde physique, l'ordre génétique est soumis à une croissance selon un ordre qui va de l'imparfait au parfait. C'est l'enfant avant de devenir un homme, c'est l'œuf avant de devenir une poule. En sens inverse, pourrait-on dire, l'ordre de perfection part de l'état parfait, au-delà de tout devenir et de toute croissance, dont la détermination fondamentale éclaire l'état d'imperfection. La vue pour la vision, la santé pour la maladie, la poule pour l'œuf, ce qui est pour ce qui devient, l'être pour le devenir. L'ordre de perfection se situe dans le modèle et la finalité. L'ordre de la cause exemplaire est celui de la cause finale. Dans l'ordre génétique, la réalité est saisie en fonction de ce qu'elle devient dans le temps, son devenir, sa transformation, sa croissance de vie. Dans l'ordre de perfection, elle est saisie à partir de la perfection de son exister, au-delà de toute contingence ou de tout devenir, de toute transformation ou évolution. Cependant, dans l'analyse philosophique, l'intelligence saisit en premier ce qui appartient à l'ordre du visible, selon l'ordre génétique, sachant que l'ordre de perfection dépasse le visible pour un invisible, qui n'est pas un infiniment petit, non visible à l'œil nu, mais au-delà du visible. Les philosophes présocratiques et leurs successeurs, en particulier Platon puis Aristote, avaient compris cette exigence de l'intelligence qui s'élève pour connaître et comprendre en vue d'une sagesse. Pour entrer dans cette science qu'est la métaphysique, il importe de revenir à Aristote, son éminent fondateur. Or, la porte d'entrée est le jugement d'existence. Ceci est, sans lequel il ne peut y avoir de métaphysique réelle et sans lequel le philosophe tombe dans l'interprétation subjective. C'est l'exister de la réalité que le philosophe saisit en premier lieu, son être préalable à toute étude sur toute réalité existante, en particulier celle de la personne à propos de l'homme, qui sera d'ailleurs le dernier entretien de cette session. Aristote précise que la nature a son unité, la physis, son principe de vie,
d'où une certaine détermination qui lui est propre. Ensuite, le philosophe observe une diversité dans le mouvement naturel. Le mouvement selon la qualité, qui est l'altération. Le mouvement selon la quantité, qui est la croissance. Le mouvement selon le lieu, qui est la localisation. Et le mouvement selon la génération, qui est la reproduction de l'espèce chez l'être vivant. C'est sous l'action de la matière que le mouvement de toute réalité s'opère, inhérent au monde physique, à la physis, à la nature. Les termes nature-matière et nature-forme mettent en évidence cette antériorité de la nature sur la matière et sur la forme dans l'univers physique. La nature principe, évidemment, physis, c'est nature principe. Principe de nature matière et principe de la nature forme. Ainsi, toute réalité étant un composé matière et forme, la forme, sa réalité formelle, s'inscrit dans la matière, son fondement. La matière, fondement de la forme. Cela conduit Aristote à distinguer la forme en puissance dans la matière, dans le mouvement de la nature, puis la forme donnée par l'artiste à la matière. Il désigne par morphée, c'est un mot grec, morphée, la forme provenant du mouvement naturel, donc de la nature, l'agent interne, et par eidos, la forme provenant de l'idéa, en grec l'idéa, de l'inspiration de l'artiste, donc d'un agent externe. Donc deux termes, morphée et eidos. Morphée venant de la nature, du mouvement naturel, et eidos de idéa qui vient de l'artiste, donc de l'homme. Dans son étude sur la nature-matière, la morphée, Aristote s'appuie sur la distinction entre la puissance et l'acte, découverte en métaphysique, quand Aristote aborde la question de la finalité, l'acte et la puissance. Telle est la potentialité de la matière, le mouvement inhérent à la matière, étudié en philosophie de la nature. Cette observation si importante sur la morphée, en tant que potentialité de la matière, pose un nouveau regard sur la réalité physique, la matière en puissance d'une forme immanente. Vous voyez ce que le philosophe peut apporter au scientifique. La forme est donc observée dans la matière, à partir de la matière, puis comme la déterminant. Cette distinction provient de la découverte d'Aristote de la puissance et de l'acte au niveau de la finalité, de la puissance en vue de l'acte selon l'ordre génétique et de l'acte en vue de la puissance selon l'ordre de perfection. C'est pour ça que ce double regard, génétique et de perfection, est si important dans la relation puissance et acte et puissance. Ce regard sur la morphée, en tant que matière en puissance d'une forme, caractérise l'importance de l'immanence du mouvement de la matière dans la nature. C'est cette expérience de la nature
et en particulier de la matière en mouvement, que le philosophe découvre et que le scientifique ne peut saisir comme tel, sauf s'il pose préalablement un regard métaphysique. Cette immanence implique ces deux niveaux, l'un fondamental dans la matière, avec la physis matière, la nature matière, physis, et l'autre formel avec la physis forme. Ne peut-on, voire même doit-on, avouer que le scientifique et le philosophe, que le premier s'appuie sur le point de vue quantitatif, tandis que le second se situe au niveau qualitatif. Qu'en déduisent les auteurs de Dieu et la science? Tout au long de ce livre, nous avons tenté de montrer que l'ancien matérialisme, disent-ils, c'est une citation là, l'antique étude de la matière, disent-ils, celui-là même qui rejetait l'esprit dans l'univers flou de la métaphysique, n'avait désormais plus cours. Mais la nouvelle physique et la nouvelle logique ont bouleversé cette conception. Là, je suis dans une citation, un extrait du livre. De là, continue-t-il, de là, Heisenberg, un scientifique allemand, fut le premier à comprendre que la complémentarité entre l'état de grain et celui d'onde mettait fin pour toujours au dualisme cartésien entre matière et esprit, l'un et l'autre selon les éléments complémentaires d'une seule et même réalité. Ainsi se trouve modifiée de manière profonde et irréversible la distinction fondamentale entre matière et esprit. De là, une nouvelle conception philosophique à laquelle nous avons donné le nom de métaréalisme. Fermez les guillemets. Le métaréalisme remplaçant donc la métaphysique. Tout à l'heure, quand j'ai dit que Heisenberg était allemand, son nom est un nom germanique seulement. Donc c'est pas du tout sûr qu'il soit allemand. Je pense même qu'il est américain. Par conséquent, ouvrez les guillemets, je continue le livre. Cette voie nouvelle, offerte par la physique quantique, transforme l'image que se fait l'homme de l'univers par l'absorption de l'être dans l'infiniment petit du devenir. Ça, l'absorption de l'être dans l'infiniment petit du devenir, c'est un commentaire que je fais. Je continue la citation. Même si le grand nombre n'a pas encore pris conscience d'un tel changement, même si les dogmes et les tabous de la science du XIXe siècle sur les concepts d'espace, de temps, de matière et d'énergie, prisonniers de la causalité et du déterminisme, dominent encore la pensée de l'honnête homme. Le temps n'est plus éloigné où ces notions passéistes ne seront plus considérées que comme des anachronismes dans l'histoire des idées. Puisque les physiciens ont dématérialisé le concept même de matière, ils nous ont offert en même temps l'espoir d'une nouvelle voie philosophique, celle du métaréalisme, voie d'un certain au-delà, ouverte à l'ultime
fusion entre matière, esprit et réalité. Fermez les guillemets. Celle d'une métaphysique demeurant au sommet du devenir. Vous voyez, c'est moi qui parle. D'une métaphysique au sommet du devenir. Fruit des idées innées, chères à Descartes. Donc on reste, comme chez Hegel, dans le devenir. Donc dans l'esprit, philosophie de l'esprit. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que je n'étais pas du tout un scientifique, mais tout de même, à l'école, je l'ai été, mais à ce niveau-là, pas du tout. Voilà, nous arrêtons cette séance qui est plus longue. Nous arrêtons donc à la fin de cet ouvrage pour reprendre ensuite la suite au prochain entretien.